Les États-Unis viennent d'émettre un mandat d'arrêt contre l'ancien patron de Volkswagen, Martin Winterkorn. Le ministère de la Justice américain a déclaré le considérer comme un fugitif. On s'est beaucoup trop avancé sur le diesel propre à l'époque. Volkswagen était en passe de devenir le leader mondial de l'automobile. On n'avait pas le droit à l'échec. La pression était énorme et de nombreuses carrières étaient en jeu. Le voilà le point de départ du scandale. Le projet diesel propre devait absolument aboutir. Voici l'unité de contrôle du moteur. C'est là-dedans que se trouvait le logiciel qui permettait d'activer ou non le dispositif de dépollution des gaz d'échappement. Ce qui est intéressant, comme on peut le voir ici, c'est qu'elle a été fabriquée par Bosch, un équipementier qui a toujours rejeté toute responsabilité dans cette affaire. C'est aussi la preuve que ce scandale n'éclabousse pas uniquement Volkswagen, mais l'industrie automobile tout entière. D'autres groupes sont tout aussi impliqués. On m'a viré. Officiellement, bien sûr, ça n'a rien à voir avec mes prises de position très critiques et le fait que j'ai tenté jusqu'au bout d'exercer mes responsabilités. Ils ont dû chercher un autre prétexte et ils ont fini par trouver. J'ai juste dit que je ne trouvais pas ça bien, que je désapprouvais le fait qu'on accepte de servir à ça, de livrer un tel produit et de ne rien dire. Je trouvais ça inacceptable. Mais le traitement que certaines personnes de chez Bosch m'ont réservé, elles m'ont vraiment fait un coup bas, il n'y a pas d'autre mot. Des gens s'évertuent manifestement à me réduire en miettes. Et je ne peux pas laisser passer ça. On constate depuis plusieurs décennies déjà qu'une part toujours plus restreinte, mais néanmoins significative de l'industrie, enfreint délibérément la loi. Le citoyen que je suis en arrive à se demander si nous vivons dans un système tel que certaines entreprises estiment qu'enfreindre la loi est pour ainsi dire devenu un passage obligé pour générer de gros bénéfices. Winterkorn. Martin Winterkorn était un mordu de technologie. Il voulait tout savoir. Et en réunion, il pouvait parfois se montrer brutal. Le ton montait rapidement si quelqu'un ne pouvait pas lui répondre ou prenait ses distances. C'était vraiment violent. Qui voulait prendre du galon devait filer doux. Et pas un technicien, Winterkorn compris, ne pouvait ignorer que les émissions de polluants étaient bien plus élevées sur la route que sur le banc de test. C'est pour ça que c'est très dur pour eux de parler, parce qu'ils savent bien qu'ils risqueraient d'être condamnés. Pourquoi se sont-ils laissés aller à frauder? C'est de l'hubris, une tendance à se surestimer. On fait quelque chose qui n'est pas tout à fait légal, mais on estime qu'on ne se fera pas prendre. Nous avons perdu la confiance profonde en cette bonne vieille industrie automobile, qui était et est encore le fleuron de l'industrie allemande. Je vous en prie, croyez-moi. Nous allons tout faire pour réparer les préjudices subis. Nous allons tout faire pour regagner peu à peu votre confiance. Notre cabinet a été le premier à déposer plainte contre Volkswagen au nom d'un investisseur, et ce en raison de la grosse perte de valeur qu'a subie l'action en septembre 2015.
L'actionnaire d'une entreprise s'attend à ce que celle-ci respecte les lois, à ce que les rapports annuels disent vrai, à ce que la participation X reflète la réalité, à ce qu'on ne lui cache pas d'importantes prises de risques. Quand une entreprise trompe ses actionnaires, elle sait que son action chutera de 40 à 50% si c'est découvert. C'est ce qui s'est passé. L'investisseur est trahi. Il a acheté ses actions à un prix trop élevé. Son placement a perdu d'un coup la moitié de sa valeur. Et il peut demander à être indemnisé. Ici, à Brunswick, les plaignants réclament au total 9 milliards d'euros de dédommagement, dont 6,3 milliards pour les clients de notre cabinet. Ça fait beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'en plus de milliers de petits investisseurs, nous représentons aussi de très nombreux investisseurs institutionnels du monde entier. Et il ne s'agit pas de fonds spéculatifs ou à pro-gain, mais de fonds de retraite, de sociétés de placement comme le groupe DECA, qui place l'argent de près de 100 000 petits investisseurs. En fin de compte, ces institutionnels représentent une centaine de milliers de petits investisseurs. Et ils servent d'épargne retraite. Pour les retraites, pour se constituer une rente. La stratégie de Volkswagen est bien établie. Ils ont déjà dépensé plus de 2 milliards à l'étranger, et ça rien qu'en frais d'avocat. Pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, puisque Volkswagen ne peut que sortir perdant de cette procédure modèle. Ils auraient mieux fait de le garder pour indemniser les investisseurs, au lieu de le verser à leurs avocats. Quand j'ai appris la nouvelle à la radio, j'ai pensé « J'espère que ma voiture n'est pas touchée ». Les semaines ont passé, puis Volkswagen a lancé une consultation en ligne. Il suffisait de donner son numéro de châssis pour savoir si on était concerné ou non. J'ai d'abord poussé des cris de joie parce qu'en fait, je m'étais trompé dans les chiffres. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Alors j'ai retapé mon numéro de châssis. J'étais tellement nerveux que j'avais inversé des chiffres. Et là, clairement, ma voiture était dans le lot. Ce diesel tricheur m'a coûté 25 700 €. Et j'ai engagé 4 000 € de dépenses supplémentaires pour l'équiper. D'abord de feux xénon, puis d'une caméra de recul à l'arrière, d'un GPS embarqué, et enfin d'une hi-fi haut de gamme de chez Volkswagen. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça partait mal. Surtout que je voulais garder cette voiture longtemps. Voilà donc mon diesel tricheur. Et puis un jour, en 2016 je crois, j'ai décidé de déposer plainte pour demander des comptes aux responsables. C'est la première fois de ma vie que je porte plainte. À l'époque, j'ai entamé des études d'ingénierie mécanique dans l'idée de m'orienter ensuite vers la protection de l'environnement. S'il y avait un secteur dans lequel il y avait encore beaucoup à faire en la matière,
C'était bien le secteur automobile. J'ai commencé à travailler comme ingénieur d'application dans le réglage des unités de contrôle pour moteurs à essence. Le descriptif du poste parlait entre autres d'optimisation des gaz d'échappement. En voyant ça, je me suis tout de suite dit que ça allait m'intéresser. Optimiser les gaz d'échappement, ça cadre bien avec mes valeurs. Et puis, j'ai dû me rendre à l'évidence. L'industrie automobile avait une toute autre définition de l'optimisation des gaz d'échappement. Et ça ne correspondait pas vraiment à l'idée que je m'en faisais. Ce que je trouve très inquiétant personnellement, c'est cette impression d'avoir été le seul dans l'industrie à soulever les problèmes. Des problèmes qui sautaient aux yeux de beaucoup de gens. Cette industrie peut manifestement compter sur l'omerta. Je pense être très tenace, et je ne suis pas toujours facile à vivre, c'est certain. Je suis du genre à me battre pour ce que je crois juste. J'ai envie de faire avancer les choses dans le bon sens. Et je déteste être embarqué dans un engrenage qui fait fausse route et devoir me taire par-dessus le marché. C'est au-dessus de mes forces. Est-ce que tu peux comprendre que des gens aient voulu se débarrasser de toi? Je peux le comprendre. Et je n'aurais pas trouvé ça surprenant. Mais il y a des règles à respecter sur le plan humain et sur le plan juridique. Et celles-ci ont été clairement bafouées. Et à partir de là, ça va trop loin. J'ai travaillé chez Volkswagen pendant de nombreuses années. Durant cette période, j'ai compris beaucoup de choses. Je trouve inadmissible qu'on nous assimile tous à des criminels après coup. C'est pour ça que je tiens à garder l'anonymat. Malgré tout, il y a 2 ou 3 choses que je tiens à dire. Nous avons tout simplement fait ce que nous considérions être notre devoir. Nous voulions que Volkswagen prospère, grandisse. Cela dit, avec le recul, je me rends bien compte que certaines choses ont mal tourné. Ce nouveau diesel devait être un succès, et la technique devait suivre. Mais il s'est avéré plus ou moins impossible de développer un moteur propre tout en restant dans la légalité. Ça aurait entraîné des retards massifs, et ça aurait coûté leur carrière à certains d'entre nous. Alors on a fait preuve de créativité. Winterkorn lui-même a toujours répété, comme ici lors d'une audition devant la commission d'enquête du Bundestag, qu'il ignorait tout de la manipulation des moteurs diesel. Celle-ci consistait à équiper les véhicules d'un dispositif d'invalidation qui les rendait propres sur le banc de test, mais les laissait rejeter quantité d'oxyde d'azote partout ailleurs. Quand j'ai pris mon premier poste chez Bosch, il était question que je participe, entre autres, à l'optimisation des gaz d'échappement. Malheureusement, j'ai très vite compris que dans l'automobile, mais c'est sûrement pareil dans les autres secteurs, ce qu'on entend par optimisation signifie optimiser les coûts. Et donc, tout miser sur les tests à passer lors des contrôles anti-pollution.
En dehors de ces cycles de tests, absolument rien n'est réglementé. Ce qui veut dire que c'est le Far West. Tout est permis. On a une liberté totale. J'ai vu faire des choses insensées, au point que ça m'empêchait de dormir la nuit. Des trucs inconcevables. Tout ce que je désapprouvais. Mon ambition a toujours été de lutter contre la pollution, pas de faire en sorte qu'un maximum de voitures réussissent ces tests. Concernant l'affaire Volkswagen, des médias rapportent que plusieurs ingénieurs seraient passés aux aveux à l'occasion d'une enquête interne. Selon le journal Bild am Sonntag, les enquêtes menées au sein du groupe ont révélé que la décision de truquer le logiciel a été prise en 2008, quand il s'est avéré impossible de développer un moteur diesel aux normes anti-pollution en vigueur dans la fourchette des coûts fixés. Sollicité, Volkswagen n'a pas souhaité commenter cette information. Jetons un œil sous le capot. Allons-y. Ok. Ces véhicules sont des bijoux de sophistication et sont bien sûr équipés de nombreux capteurs. On atteint la zone où la manipulation a eu lieu, au niveau de l'unité de commande du moteur. Celle-ci se trouve ici, dans un boîtier étanche derrière l'essuie-glace. On le reconnaît à ses ailettes de refroidissement. C'est ici que s'effectue toute la commande de l'entraînement. Il s'agit d'un ordinateur dans lequel se trouve le logiciel qui commande le véhicule, mais aussi les modes de fonctionnement réservés aux tests. Ils étaient cachés là et s'activaient grâce à un système de détection des cycles de test. Voilà comment la triche était organisée. Et c'est vous, chez Bosch, qui avez développé ça? On dirait bien. J'accepte de vous rencontrer à condition de garder l'anonymat. J'ai travaillé chez Volkswagen entre 2000 et 2015. Je n'étais pas directement impliqué dans le développement des moteurs diesel, mais j'en étais proche. Je veux juste que le scandale des moteurs diesel truqués soit traité de manière équilibrée. Et je tiens donc à clarifier certains points. Comment en est-on arrivé là ? Encore aujourd'hui, je ne le sais pas. J'ai appris la nouvelle par les médias. Je ne crois pas qu'il y ait eu une véritable intention d'user de moyens déloyaux. Les normes américaines étaient draconiennes, mais elles devaient être respectées et au moindre coût. Ceux qui ont programmé le logiciel à l'époque savaient certainement que ce n'était pas tout à fait autorisé aux États-Unis. Que fait-on dans ce cas-là? On assure ses arrières. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut chez Volkswagen. Quelqu'un a donc dû valider la procédure et dire « Si ça ne marche pas autrement, allez-y, installez ce truc, on le remplacera plus tard. » Et puis, ils ont oublié d'y revenir. Je ne crois pas que quiconque ait eu conscience d'enfreindre la loi. Mais il y a toujours eu une forte soumission à l'autorité chez Volkswagen. Si c'est validé, c'est que c'est autorisé. Lorsqu'on a testé les véhicules pour la première fois, on s'attendait à des émissions de ce niveau environ. Et en fait, elles étaient 50 fois supérieures. On ne comprenait pas à quoi c'était dû. Ce qui nous a poussé à creuser, c'était ces données totalement incompréhensibles. On s'est demandé ce que ça cachait.
Je m'appelle Alberto Ayala. Je suis le directeur général de l'Agence pour la qualité de l'air de Sacramento. Nous sommes en charge de la qualité de l'air et plus largement de la politique climatique de la Californie. Donc, après ces tests, nous avons contacté Volkswagen pour leur demander des explications. Et ils nous ont répondu, c'est lié à un problème de régénération du catalyseur. Et le minutage de vos tests n'est pas bon. La température à laquelle ils sont menés non plus. Il devrait être plus élevé et la durée du test devrait être plus longue, etc. Ils nous renvoyaient sans cesse la balle. Tout ça a duré des années. Vous imaginez ? On a passé plus de 2 ans en laboratoire. Prenons l'image d'un patient qui arrive aux urgences et qui ne peut pas parler. Les docteurs et les infirmières essaient de trouver ce qu'il a en l'examinant et en vérifiant ses constantes. C'est ce que nous avons fait. Mais avec Volkswagen, le patient pouvait parler et il est arrivé avec un problème au cœur, mais il nous a soutenu qu'il avait mal aux pieds parce qu'il voulait nous cacher la vérité. Je crois qu'ils n'ont même pas eu peur de se faire prendre. Ils n'imaginaient pas qu'on irait si loin. On est encore loin de ce qui est fait aux États-Unis par l'Agence américaine de la protection de l'environnement qui a révélé le scandale. La Direction fédérale des transports ne dispose pas du tout des mêmes moyens. Et finalement, c'est aussi ce qui a rendu ce scandale possible. On a pour ainsi dire incité nos administrations et nos fonctionnaires à regarder ailleurs. Voilà comment on a ouvert la voie au plus gros scandale industriel de l'après-guerre. Pour moi, ce n'est pas un simple bien de consommation. J'ai un rapport particulier à la voiture. Et c'est logique. Quand on a un véhicule d'une certaine valeur, d'en prendre bien soin. Pour moi, c'est important. J'achète des choses pour les garder longtemps. Et si je veux que mon véhicule dure, il faut qu'il soit bien entretenu. J'ai pris des cours de lavage. L'important, c'est d'utiliser 2 seaux. On essore et on frotte le gant sur la grille de ce seau pour le débarrasser des saletés. Et comme ça, il en ressort tout propre et on peut le réutiliser. Je n'ai pas eu beaucoup de voitures. Je l'ai fait durer. J'ai eu une Sirocco 1 que j'ai gardée 17 ans. Et j'avais aussi l'intention de garder ce diesel tricheur, comme je l'appelle, le plus longtemps possible. Mais là, je me suis fait avoir en beauté. Ce qui m'a le plus énervé, c'est la façon dont ils m'ont traité au tribunal. Leurs avocats étaient du genre gonflés. C'était à la cour d'appel de Coblence. À l'audience, ils m'ont soumis une offre. Je ne m'y attendais pas du tout.
Ils m'ont proposé de but en blanc de me verser 20 000 € le jour même, en échange de la voiture. Comme je n'y étais pas du tout préparé, j'ai demandé un temps de réflexion. Alors ils m'ont dit « Non, vous signez tout de suite ou vous pouvez dire au revoir aux 20 000 €. » Et là, l'avocat de Volkswagen m'a dit « Monsieur Flotter, vous allez regretter d'avoir refusé notre offre. Je vais faire traîner votre dossier aussi longtemps qu'il est possible de le faire traîner. » Il a dit ça. Il a dit ça en pleine salle d'audience, et c'est ce qu'il a fait. L'audience a duré 3h30, et au final, ils m'ont cuisiné comme si c'était moi qui avais programmé le logiciel truqué, comme si j'étais le principal suspect. Le juge m'a ensuite demandé « Monsieur Flotter, auriez-vous acheté cette voiture si vous… » Et l'avocat de Volkswagen l'a coupé net. « Arrêtez, vous ne pouvez pas formuler ça comme ça, on sait tous ce qu'il va répondre. À partir de maintenant, c'est moi qui pose les questions. » Et c'était reparti pour un tour. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Merci à tous d'accueillir très chaleureusement un homme dont la présence sur ce plateau est assez exceptionnelle. Les patrons des grands groupes ne viennent à la télé qu'à contre-cœur. Le plus souvent, leurs conseillers s'y opposent fortement. C'est trop risqué, il y a trop à perdre. Il faut dire que les réglementations sur les émissions de gaz d'échappement sont extraordinairement complexes. Personne dans cette industrie n'est à l'abri d'une négligence ou d'une erreur. Ça arrive de temps à autre. Mais là, on ne peut pas parler de négligence. Une négligence aussi peut aboutir à une condamnation. Mais ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est de la fraude. De la fraude préméditée. La gestion de ce scandale a été proprement désastreuse. La première erreur a été de mentir pendant aussi longtemps aux autorités californiennes. Il aurait fallu envoyer un membre du directoire sur place pour régler le problème. Ça nous aurait évité cette amende de 20 milliards d'euros aux États-Unis. Puis l'affaire éclate et Martin Winterkorn reconnaît publiquement qu'il y a eu manipulation. Quelques années plus tard, le nouveau patron Herbert Diess admet lui aussi en direct à la télévision qu'il y a eu fraude. Mais leurs avocats, eux, contestent l'ensemble des faits reprochés. C'est totalement incohérent et bien sûr, ça passe mal auprès du public. Sur le fond, on voit bien que dès le départ, Volkswagen s'est efforcé d'inventer une nouvelle langue pour ce procès. Il n'est plus question d'une fraude au diesel, alors même que Volkswagen a signé un document aux États-Unis qui dit bien qu'ils ont fraudé. À la place, il parle de la thématique diesel, jamais du Dieselgate. Et il n'y a pas de responsable. Volkswagen ne nomme pas une seule personne du groupe qui ait fait quelque chose. À la place, il parle des personnes impliquées. Il n'est pas non plus question de manquement d'initié à l'obligation d'informer ou de manquement à l'obligation de publier des rapports d'activité non trompeurs, mais plutôt de violation de conformité. Ils ont inventé cette sorte de novlangue. Je n'ai pas à me plaindre, c'est certain. Mais ceux qui s'en mettent plein les poches, ce sont les avocats de Volkswagen. Eux qui facturent 500 à 600 € de l'heure ont tout intérêt à ce que ça dure 10 ans. Leur caisse de retraite, par contre, a du souci à se faire.
Vous avez une déclaration à faire ou je peux vous poser des questions? Je n'ai rien contre le fait que vous me posiez des questions. Ah, très bien. Qu'en dites-vous? Bien. Vous pourriez vous décaler un peu à droite? À droite. Votre droite. Très bien, j'ai compris. Une chose est donc claire désormais. Volkswagen a su très tôt. La question de savoir si M. Winterkorn savait et quand et comment il l'a appris n'a plus d'importance, non? Tant mieux pour vous si ça vous semble si simple. Je crois que la Cour, heureusement, n'a pas cédé à la facilité. Les audiences sont parfois virées au grotesque, notamment lorsqu'un avocat de Volkswagen a affirmé que les infractions seraient profitables aux entreprises, que Siemens aurait tout à gagner à verser des pots de vin, et que c'était la même chose pour Volkswagen et sa fraude. Selon lui, si l'actionnaire avait su que Volkswagen trichait, il s'en serait réjoui. Et toujours selon son raisonnement tordu, voire malsain, il se serait peut-être même dit « Mais c'est super ça, ils vont gagner plus !» Et il aurait acheté des actions dans la foulée. Avec eux, tout argument est systématiquement retourné. Je trouve qu'il y a un manque d'honnêteté. À l'époque, qui parmi les acheteurs s'intéressait au taux d'oxyde d'azote? Si quelqu'un leur avait dit « ce véhicule émet plus d'oxyde d'azote que spécifié dans la brochure, mais sinon tout est en ordre », aurait-il acheté cette voiture? Bien sûr qu'il l'aurait achetée. Aujourd'hui comme hier, seules deux choses comptent pour la plupart des acheteurs, la puissance et la consommation. La question des émissions n'intéressait personne. Je crois aussi que cette pratique n'a toujours rien d'illégal. Le dispositif de dépollution était coupé hors du banc de test. C'était légal, ce n'était juste pas précisé. Et les autorités savaient très bien que les voitures polluaient plus en conditions normales de circulation. Et les Américains aussi. Mais d'un coup, tout le monde nous est tombé dessus et a crié à la fraude. C'était évident que les véhicules se comportaient différemment en conditions normales de circulation, que les normes de pollution se durcissaient, mais qu'en dehors des tests, elles n'étaient plus respectées. J'en ai parlé avec des collègues. J'en ai aussi discuté ouvertement sur les fils de discussion de Bosch Connect, le réseau social interne, et sur l'intranet. J'ai même essayé d'aborder le sujet avec les managers, la direction, le directoire, mais je n'ai obtenu aucune réaction de leur part, malheureusement. J'avais ouvert la boîte de Pandore, mais sur le moment, je ne savais pas comment les choses évolueraient. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien lâché. J'ignorais totalement que des actes répréhensibles étaient commis en coulisses. Mais ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont réagi de façon nettement plus agressive que ce à quoi je m'attendais. Les choses se sont corsées en 2018 après un débrayage. Des collègues femmes se seraient senties harcelées parce que je me tenais dans l'antichambre du vestiaire. Pourtant, j'accompagnais justement des collègues femmes à leur demande. Mais à partir de là, ça n'a cessé d'empirer. Et pour finir, on m'a aussi reproché d'avoir menacé de violence la chef du personnel. Après ça, tout est allé assez vite. J'ai été licencié. Ils invoquaient le fait que j'aurais harcelé des collègues femmes. C'est un des rares motifs qui permettent de licencier un membre du comité d'entreprise. Et aussi pour avoir soi-disant menacé de violence la chef du personnel. Là encore un des rares motifs permettant de licencier un membre du comité d'entreprise. Ça allait de plus en plus loin.
Le seul qui ait refusé de se taire, c'est Karsten von Broer. Tout le monde le connaît, et les gens en parlent encore. Il a dit tout haut ce que beaucoup chez Bosch pensaient tout bas, à savoir que les voitures auraient pu être beaucoup plus propres. Ce que nous aurions dû faire, c'est développer des systèmes de gaz d'échappement de pointe et qui se vendent bien. Mais beaucoup de gens ont peur de perdre leur emploi, surtout dans le contexte actuel. Le sort réservé à Karsten von Broer en a dissuadé plus d'un. Ils l'ont licencié pour l'exemple. Plus personne n'a osé faire de vagues. La plupart des gens ont peur, encore aujourd'hui. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Comme on me licenciait pour faute grave, j'ai été mis à pied sans mon préavis de 3 mois et sans pouvoir finir mon contrat. Une fois mes allocations chômage épuisées, je n'avais plus le droit qu'aux minima sociaux. Ils ont mis 11 mois à m'envoyer le certificat de travail qui m'était dû. Il est facile de lire entre les lignes. Et vu ce qui était écrit, ce n'était même pas la peine que j'essaie de postuler ailleurs. On aurait pu éviter ce gâchis. Cette affaire a déjà coûté des milliards de dollars. Et réparer les dégâts subis par l'environnement et par les populations dont la santé a souffert coûtera plus cher encore. Imaginez donc, il y a plus de 30 sites comme celui-ci aux États-Unis. Quand on pense à l'enjeu financier derrière tout ça, un jour, un monsieur m'a demandé si j'avais craint pour ma vie. Ça m'a interpellé. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Et il m'a répondu, « Vous les avez poussés dans leur dernier retranchement. Et quand on voit ce que ça leur a coûté, ça aurait été sûrement plus simple pour eux de régler le problème autrement. » Martin Winterkorn a redit devant la commission d'enquête du Bundestag qu'il n'était pas au courant des pratiques illégales du groupe. Il aurait ignoré jusqu'à l'existence des dispositifs d'invalidation, alors que ces derniers intéressent non seulement le secteur automobile, mais aussi les législateurs européens depuis plus de 10 ans. Martin Winterkorn s'est senti insulté. Il n'a pas supporté de devoir s'expliquer et d'être considéré comme coupable, alors que de son point de vue, il a tant fait pour l'industrie automobile allemande. L'impression que j'ai eue tout au long de cette commission d'enquête, c'est que les personnages clés de l'affaire n'éprouvaient pas le moindre sentiment de culpabilité et ne semblaient même pas voir où était le problème.
En choisissant de détourner le regard, de rester passive et de ne surtout faire de mal à personne, Angela Merkel a permis que les choses continuent comme ça pendant encore des années. Je trouve ça honteux que la chancelière, confrontée au plus gros scandale industriel de l'après-guerre, n'ait eu ni la grandeur ni le courage politique de mettre les problèmes sur la table. Ce qui prouve bien que l'industrie automobile a le bras très long, puisque son influence s'étend jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Les autorités de surveillance que nous sommes sont aussi soumises à d'énormes pressions. L'industrie automobile aime beaucoup à nous rappeler que si ces véhicules n'étaient pas homologués, elle se verrait contrainte de fermer ses usines. Ou alors, elle menace d'appeler ses représentants au Congrès qui en parleront directement, non pas avec nous, mais avec le gouverneur. Et que tous seront très mécontents d'apprendre que des gens risquent de perdre leur emploi parce que nous refusons de leur délivrer un certificat d'homologation. Ce que nous avons là, ce sont des groupes qui sont très homogènes, au sein desquels la contradiction et les idées divergentes sont très peu présentes. Normalement, un groupe aussi homogène arrive facilement à prendre des décisions. Ses membres n'ont pas beaucoup à s'expliquer puisqu'ils ont déjà des points de vue similaires. Et ça peut être un gros avantage quand il s'agit de se mettre d'accord sur tel ou tel point. Mais en même temps, tout ça manque de sang neuf et d'incitation à faire les choses un peu différemment. Ça manque aussi d'idées nouvelles et éventuellement de débats contradictoires. Débats qui, dans ce cas, auraient peut-être pu les empêcher de choisir la voie de l'illégalité. À cela s'ajoute le fait qu'un groupe d'hommes homogènes, des études l'ont montré, aura tendance à l'hubris, c'est-à-dire à se surestimer. Dans le cas présent, ils ont surestimé leurs chances de passer au travers des mailles du filet. Ils pensaient pouvoir enfreindre la loi en toute impunité. Toute cette affaire revêt bien évidemment une dimension politique majeure. Volkswagen se doit de présenter des coupables, mais surtout pas des membres du directoire, car cela risquerait d'engager la responsabilité de l'entreprise. Ils font donc en sorte de les tenir à l'écart de tout ça. Mais cela nuit à l'image de Volkswagen, qui passe désormais pour un groupe qui sacrifie le menu fretin et laisse courir les gros poissons. J'y ai vu une tentative de réduire l'affaire à une espèce de machination, ourdie par des ingénieurs qui auraient pété les plombs et optimisé la dépollution sur le banc de test pour ensuite exploser les seuils limites en conditions réelles. Comme s'il s'agissait non pas d'un problème systémique, qui implique aussi les autorités, mais d'agissements criminels commis par de seuls subalternes. Je suis à la tête des délégués syndicaux IG Metall du site de Wolfsburg. Nous sommes là en gros pour représenter l'ensemble des salariés du site, soit plus de 100 000 personnes. Il faut faire toute la lumière sur cette affaire, c'est-à-dire être transparent et répondre clairement aux questions que tout ça soulève. Et donc nommer les fautifs dans les sections qui ont participé à la fraude. C'est le plus important, finalement. Un logiciel frauduleux est en cause. Il va sans dire que le simple responsable technique, qui à un moment donné a été associé à un procédé de fabrication, n'est certainement pas celui qui a décidé de faire les choses de cette façon.
On voit bien qu'il règne actuellement un climat de peur chez Volkswagen. Et ils ont mis en place un nouveau système. Tout manquement doit être signalé. Les gens vivent désormais dans la crainte d'être dénigrés par leurs collègues. À Wolfsburg, ils appellent ça « balance ton héros ». Ils ont créé une culture de la dénonciation. Certains s'en servent pour se débarrasser de collègues qui leur font de l'ombre. Dans ce climat, les gens ont tellement peur qu'ils ne décident plus rien par eux-mêmes. Ils délèguent tout à leurs supérieurs. En continuant de protéger le directoire, on empêche que des décisions de justice soient prises à l'encontre du groupe. Cela va si loin que Volkswagen a payé l'amende de 4,5 millions d'euros à laquelle le président du directoire, Herbert Diess, a été condamné. Son employeur a versé la bagatelle de 4,5 millions à sa place. J'en connais qui aimeraient être traités avec autant d'égards. Et à côté de ça, on sacrifie délibérément le petit personnel technique. Ils n'ont aucun scrupule. Et ça me dérange énormément, bien sûr. On ne saura jamais toute la vérité. Volkswagen y veillera. Le problème, c'est qu'on en est arrivé à un point où beaucoup nous disent « où qu'on aille, on dit du mal de nous ». Tout ça leur pèse énormément. On n'a pas envie d'être constamment interpellé. Quand on part en vacances ou ailleurs et qu'on nous demande « vous venez d'où ?» De Wolfsburg, « ah, voilà un fraudeur ». Personne ne mérite de s'entendre dire ça. Ces employés n'ont pas à se justifier. Salut. Salut. Bonjour Norbert, ça fait une peg. Salut. Billy. Salut. Te voilà. Salut, vieux. Andreas. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu as changé à ta voiture, Willy? J'ai installé un système de contrôle automatique de la pression des pneus. Si tu veux, je te montre comment ça marche. Oui, c'est bien ça. Alors, tu ouvres le menu en haut, et dès que la pression des pneus descend en dessous de 2,6 bars, ça émet un signal sonore. Et ça marche bien. Willy, je crois que tu voulais entendre le son de mon amplificateur. Je l'ai là. Oui. Au pot d'échappement. Tu l'as installé? Oui, c'est fait. Ta voiture joue de la musique? Et c'est autorisé, bien sûr. Norbert, je n'entends rien. La classe, Norbert. Bien joué. On croirait une Golf R. J'ai découvert Volkswagen par le biais de mon père qui, comme de bien entendu, était contremaître chez Volkswagen. Un jour, il est rentré à la maison avec une coccinelle et nous a annoncé « On part en Italie ». C'est aussi comme ça que ça a commencé pour moi. Ces vacances en Italie, je m'en souviens comme si c'était hier. Mon père aurait eu le cœur brisé de voir ce qui se passe actuellement à Wolfsburg. Mon père en serait tout aussi malade. C'est pour ça que j'ai décidé de les attaquer en justice. Mon père est décédé malheureusement, mais je crois qu'il aurait été très fier que je suive cette voie et que je demande justice. Mais après, ils nous ont sacrément trahis. Et qu'en dira la génération suivante? Volkswagen, c'est... Je ne sais pas à qui je pourrais transmettre cette passion qui est la nôtre, ou qui était la nôtre. Je ne sais pas si la nouvelle génération a bien conscience que tout ça nous a été transmis par nos parents. Je ne suis pas sûr que mes enfants... Pour la nouvelle génération, Volkswagen ne représente que ce scandale. Le plus triste au final, c'est la façon dont on nous a traités, nous, clients et membres de la communauté Golf et Volkswagen. Je me rends à l'université de Darmstadt. Je vais participer à un séminaire.
Je dois y présenter ma conception du métier, notamment la façon dont, selon moi, les ingénieurs devront penser et exercer leurs responsabilités à l'avenir. J'espère avoir des discussions intéressantes avec les étudiants et qu'ils s'empareront du sujet. Le pire pour moi, ce serait de ne plus avoir de perspective à long terme, de voir mon avenir totalement bouché et de me dire que tout ça n'a servi à rien, que ça n'a intéressé personne, que ça n'a rien changé, que j'aurais tout aussi bien pu me taire et avoir une belle vie. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, cette journée est un peu particulière. Voilà encore 2 personnes qui pourront s'asseoir par là. Comme je vous l'ai déjà dit, M. Fombruch a travaillé de nombreuses années en tant qu'ingénieur chez Bosch. C'est à vous. Je m'appelle Carsten Fombruch. Je suis très content de pouvoir à nouveau intervenir ici à l'Université de sciences appliquées de Darmstadt. Après tout ça, avez-vous une idée de ce que vous devriez ou pourriez faire dans une telle situation? Oui. Pour faire une chose pareille, au final, il faut énormément de courage. J'imagine qu'on envisage plein de scénarios possibles. Est-ce que je risque de perdre mon travail? Qu'est-ce que je fais? Et j'imagine qu'on est aussi très partagé. Si l'un de vous ne se sentait pas capable d'aller aussi loin, je le comprendrais tout à fait et je trouverais ça parfaitement acceptable. Dans l'état actuel des choses, je ne suis pas un modèle à suivre. Tu as été viré pour avoir dit ce que tu pensais. Mais que se serait-il passé si tu n'avais rien dit? Et si tu avais continué à travailler chez Bosch, je sais pas moi, pendant 10 ou 20 ans? Tu aurais été témoin de toutes sortes de scandales et ça t'aurait rongé de l'intérieur. Est-ce que ça aurait été mieux? Là, je vais parler pour moi. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé pendant 6 mois en tant qu'ambulancier, à la fois dans le transport médical et les premiers secours, sans véritable formation. Comme vous pouvez l'imaginer, le salaire n'était pas du tout le même. Mais au moins, je pouvais rembourser le crédit de ma maison. Je ne partais pas en vacances ou autre, mais j'arrivais à joindre les 2 bouts. Ce risque-là, je suis prêt à le prendre. Mais ça aurait été une autre histoire si ma situation avait empiré au point de risquer tout ce que j'avais construit jusque-là. Ma maison, mon épargne retraite, sans parler de la crainte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes 4 enfants. Ces choses-là peuvent vous tuer. Elles vous empêchent de dormir la nuit. Aujourd'hui, je me sens relativement bien. Mais ce n'est pas tous les jours le cas. Ne vous faites pas de fausses idées. On ne sort pas indemne de ce genre d'épreuve. Et je le dis haut et fort. Je ne souhaite à personne de passer par là où je suis passé. Ce n'est pas normal de vivre ça. Et la loi ne vous protège pas. C'est très dur à vivre. On ressent un immense respect pour les lanceurs d'alerte, ces gens courageux. Mais on les abandonne à leur triste sort. Ils se retrouvent seuls. Notre société permet ce genre de choses. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Voici les informations.
Volkswagen a toujours nié avoir également équipé des moteurs diesel plus récents de dispositifs d'invalidation et de systèmes de reconnaissance des tests anti-pollution. Le groupe aurait cependant admis devant la Cour que la Golf 7 de norme Euro 6 reconnaît si elle est sur un banc de test. J'ai porté plainte contre Volkswagen à cause de mon vieux diesel tricheur, une Golf 6 GTD de norme Euro 6, qui ne sort plus du garage. La voiture que je conduis maintenant est plus récente. C'est une Golf 7 GTD, et tout porte à croire qu'elle aussi est concernée. Il se pourrait bien que j'ai deux diesel tricheurs, l'ancien modèle et le nouveau. Là, ce serait vraiment le pompon. Bonjour, Monsieur Schmidt. Bonjour, Monsieur Flotter. Je suis content de vous rencontrer enfin, après presque 4 ans de procédure. Merci d'être venu jusqu'à Berlin. De rien. Volkswagen fait traîner les choses en longueur. Normalement, une telle affaire est réglée en 2 ou 3 ans, mais ça pourrait durer encore longtemps. Si je voulais, je pourrais travailler sur ces affaires Volkswagen jusqu'à ma mort. Mais ce ne serait pas une bonne idée. Je sors votre dossier. Eh ben, il a bien grossi. Tout ça, c'est votre dossier, Monsieur Flotter. C'est dingue. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 reports de délai. Demander des reports de délai, c'est leur façon de faire traîner les choses. Exactement. Et évidemment, Volkswagen est d'accord, parce que plus ça traîne, moins ils auront à payer ensuite. J'ai une question. J'ai aussi la Golf 7. Il s'agit d'une voiture d'occasion que j'ai achetée à mon voisin. Elle est équipée d'un moteur récent, le EA 288. Je le vois gros comme une maison. À tous les coups, j'ai un deuxième diesel tricheur dans mon garage. Ça va de mal en pis. Selon les constatations de l'ONG Deutsche Umwelthilfe, le nouveau moteur, le EA 288, serait doté de ce qu'on appelle une fenêtre thermique. Ça signifie qu'en dessous de 15 degrés et au-dessus de 33 degrés, mais aussi au-dessus de 1000 mètres, le dispositif de dépollution est désactivé ou réduit au point que les normes légales ne sont plus respectées. En Autriche, par exemple, quelqu'un qui habite ou conduit à plus de 1000 mètres d'altitude verra son dispositif coupé toute l'année. Et ici, en Allemagne, cette fenêtre thermique fait que le dispositif de dépollution des gaz d'échappement est coupé la moitié de l'année. Pendant de nombreuses années, il y a eu une très grande proximité entre l'industrie automobile et la Direction fédérale des transports. C'est en train de changer. Enfin, ça fait quelque temps déjà. Mais le fait est que, pendant de nombreuses années, la Direction fédérale des transports a délivré ses autorisations en se fiant aux seuls documents fournis par l'industrie automobile. Je garde une image particulièrement négative du chef de la Direction fédérale des transports. Il m'avait répondu que vérifier les émissions des véhicules en conditions réelles ne faisait pas partie de son travail. Ça me révolte encore aujourd'hui qu'un haut fonctionnaire dise, en gros, ça m'est totalement égal que la voiture que j'ai autorisée se comporte différemment sur route et empoisonne les gens. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai apposé mon tampon au bas d'un formulaire quelconque et je me fiche du reste. Les contrôleurs ne maîtrisent pas leur sujet. Et selon moi, il y a une volonté politique derrière tout ça. On a accueilli des collaborateurs de la Direction fédérale des transports à l'atelier. Il nous a fallu 2 jours pour leur expliquer ce qu'est la dépollution des gaz d'échappement et comment ça fonctionne. Ils n'y connaissaient absolument rien.
Et je ne pense pas que ça ait changé depuis. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'équipe de la Direction fédérale des transports en charge des autorisations et donc des tests de pollution ne compte en tout et pour tout que 4 fonctionnaires. 4 personnes pour traiter 800 autorisations type par an. Je ne peux pas croire qu'elles aient fait beaucoup plus qu'à poser leur tampon au bas des documents fournis par l'industrie automobile. Il s'agit d'un effectif totalement insuffisant, qui rend toute activité de contrôle impossible. Et là, je ne parle même pas de mesurer les émissions. Ça, c'est sûr que non. Déjà, rien qu'éplucher les documents à 4, ce n'est pas possible. Ce que l'on sait désormais avec certitude, c'est qu'il n'y a vraiment que les voitures de la norme Euro 6B qui respectent bien les consignes. Autrement dit, des gens qui ont acheté en toute bonne foi des voitures répondantes à la norme Euro 6, après 2015, ignorent encore aujourd'hui qu'elles ne répondent pas vraiment aux normes. Cette voiture est homologuée Euro 6, c'est-à-dire qu'elle doit émettre moins de 80 mg d'oxyde d'azote par kilomètre parcouru. 80 mg? Elle ne doit pas monter au-dessus de ça? Pas au-dessus. Est-ce qu'on vous a fait une mise à jour de logiciel? Je suis allé chez le garagiste et je lui ai bien demandé ce qui allait être fait à ma voiture. Une mise à jour audio a été faite, c'est ce qui est noté. Ah oui, d'accord. Non, c'est inutile. Voulez-vous voir le carnet d'entretien? Vous n'en avez pas besoin? Non. Vous pensez qu'ils ont touché au logiciel? Beaucoup de gens nous rapportent qu'après avoir été chez le garagiste pour faire je ne sais quoi, régler les phares ou le système audio, leur véhicule s'est mis à consommer beaucoup plus d'urée. Il s'en passe des choses intéressantes. Je commence à avoir mal au ventre là. Heureusement, vous avez un bon avocat. À combien s'élèvent les émissions d'oxyde d'azote alors? À 500 ou 580. Il faut que je vérifie. 531 mg et la limite est à 80 mg. 531 et la limite est à 80? Oui. Si l'on en croit les fabricants, ils sont censés respecter la limite uniquement sur le banc de test. Non, ce sont des foutaises, bien sûr. Ils n'ont pas le droit de couper le dispositif. C'est tout. La dépollution des gaz d'échappement doit fonctionner en utilisation normale, ou normal use, comme on dit en anglais. Et notre conduite était normale. Oui. On n'a rien fait d'extraordinaire. La température n'avait rien d'extraordinaire, et notre conduite non plus. C'est vrai. La seule chose à retenir, c'est que ça ne marche pas, tout simplement. Et celui-ci consomme plus que le diesel tricheur qui dort dans mon garage. Tricheur n'est pas le bon terme. C'est un diesel frauduleux. J'aime bien l'appeler comme ça. Non, ce n'est pas de la triche. C'est de la fraude. C'est de la fraude. Va pour la fraude. Cette façon qu'a l'industrie automobile de minimiser les faits, de jouer avec les mots pour enjoliver les choses. Nous avons ici un véhicule qui présente à la fois une fraude aux émissions d'oxyde d'azote et à celles de CO2. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il consommait plus que mon autre diesel frauduleux. Mais que les chiffres soient aussi élevés, je trouve ça vraiment choquant, oui. Je l'avoue. On parle de moteurs dernière génération dotés d'équipements de pointe, et voilà les résultats qu'on obtient. Aujourd'hui encore, je suis révolté par le fait que Volkswagen et les autres n'aient pas indemnisé nos consommateurs, comme ils l'ont fait aux États-Unis. Qu'au lieu d'agir dans les meilleurs délais, ils aient tout fait pour faire traîner l'affaire en longueur
tant en Allemagne que dans le reste de l'Europe. Je n'ai pas eu l'impression qu'un seul gouvernement fédéral ait eu le courage de faire quoi que ce soit pour les consommatrices et consommateurs touchés. Bien au contraire, ils les ont laissés tomber et ils ne s'en sont même pas cachés, puisqu'ils ont dit en substance « L'industrie automobile est tellement importante à nos yeux qu'au lieu de consacrer tous ces milliards au dédommagement des consommateurs, elle devrait plutôt les garder pour développer ses prochaines gammes de produits. » C'est d'un tel cynisme. Ils n'ont rien fait, si ce n'est attendre que les choses se tassent, et ce, au détriment des millions de conducteurs de diesel floués, et au détriment des habitants des centres-villes, qui respirent depuis de nombreuses années un air pollué. Notre objectif a toujours été de protéger les consommateurs, et notamment les acheteurs de ces véhicules. Quand je vois les termes de l'accord passé avec Volkswagen, qui s'engage soit à racheter les véhicules frauduleux, soit à en réparer le dispositif de dépollution, je me dis que nous avons atteint notre objectif. J'en suis très fier. Il y a même des gens qui sont venus nous remercier personnellement. Ils savent que nous défendons leurs intérêts. Mais à côté de ça, je trouve tout à fait regrettable que les consommateurs doivent encore se battre en Europe. L'Allemagne est connue dans le monde entier pour ses innovations et son génie technologique, et en particulier dans l'automobile. Ces constructeurs devraient se servir de leur talent pour développer des solutions durables, et non pour frauder. C'est inadmissible. C'est grave d'en arriver là. Malheureusement, la tactique de ce grand groupe s'est avérée payante. C'est dommage. Au bout d'un moment, on finit par se résigner. Nous, les petits clients, ne pesons pas bien lourd face à Volkswagen et nous n'obtenons pas vraiment justice. Mon beau-père, qui était boucher, disait « L'important dans une voiture, c'est qu'elle roule. Et celle-ci fait ça très bien. Et la technique suit. Elle m'a coûté moitié moins cher qu'une classe S de chez Mercedes. Bien sûr, une classe S répond à des normes de qualité bien supérieures. Mais étant donné qu'on attaque Volkswagen en justice, et étant donné qu'on attaque aussi Mercedes et Porsche, je me dis que conduire une voiture allemande nuirait à mon image de marque. » Je réponds, ça ne sera pas long. Oui. Allô? Volkswagen va même jusqu'à qualifier de fausses les décisions de la Cour fédérale, qui sont quand même des décisions de dernière instance. Et bien entendu, ce groupe qui est au-dessus de tout, ou qui du moins se comporte comme s'il était au-dessus de tout, ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Il va sûrement falloir une décision de la Cour d'appel de Brunswick
pour faire bouger Volkswagen. Une décision devrait être rendue fin 2021. Et si Volkswagen y tient vraiment, on ira jusqu'à la Cour fédérale. Mais pour ça, il va falloir encore attendre. Bonjour, Andreas Still. Bonjour. Voici Axel Wegner. Je suis ravi de faire votre connaissance. Allons manger un morceau. Oui, volontiers. J'espère que vous avez faim. Oui. Tant mieux. Tout le monde savait que quelque chose clochait, pour dire les choses gentiment. Seuls quelques-uns comprenaient tous les détails techniques, mais les autres aussi devaient bien savoir que quelque chose n'allait pas. Toutes les autorités de contrôle devaient le savoir. Et les politiques auraient dû réagir, mais ils n'ont pas voulu. Et évidemment, moi, en tant que lanceur d'alerte, je suis totalement impuissant. En Allemagne, il est possible qu'un lanceur d'alerte fasse bouger les lignes, et ce, même au point de contribuer à faire condamner un comportement criminel. Mais qu'en parallèle, le droit du travail lui dise « C'est très bien, mais comme tu as dénoncé ton employeur, la relation de confiance est rompue, ce qui légitime ton licenciement. » Vous savez comment les États-Unis ont résolu le problème. Là-bas, un lanceur d'alerte est payé. Il reçoit un pourcentage des sanctions financières versées à l'État. Bien sûr, on peut trouver ça problématique, mais c'est efficace. Naturellement. Cela leur enlève au moins la peur de finir sur la paille. C'est un aspect à ne pas négliger. Les Américains abordent ces choses différemment, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils n'y vont pas de main morte. Aux États-Unis, Oliver Schmidt, anciennement cadre chez Volkswagen, a écopé d'une lourde peine de prison et d'une forte amende. Un tribunal de Détroit a estimé qu'il était un acteur clé du scandale de la fraude aux émissions polluantes. Oliver Schmidt était cadre supérieur chez Volkswagen. Il a été condamné aujourd'hui à 7 ans de prison par la justice américaine, conformément à la volonté du gouvernement qui réclamait une peine sévère. J'ai rencontré Oliver Schmidt pour la dernière fois en août 2015. C'était avant son arrestation, bien sûr. A-t-il mérité d'aller en prison? Si vous enfreignez la loi et que vous vous faites attraper, vous en subirez les conséquences. Nous lui avons laissé une chance de dire la vérité, et ce à plusieurs reprises. Et ça aurait pu le sauver. Mais il ne l'a pas fait. Aux États-Unis, dans ce type de cas, les lanceurs d'alerte sont protégés par la loi. Si vous travaillez pour une personne ou pour un groupe qui ne respecte pas la loi, vous devez les dénoncer. Et il y a des lois pour vous protéger des répercussions éventuelles. Elles sont là pour ça. Il a choisi de ne pas suivre cette voie. Alors, a-t-il mérité d'aller en prison? Je dirais qu'il paie pour les fautes qu'il a commises. Au cours des 2 dernières années, j'ai eu pour principe de ne céder à la panique qu'en tout dernier recours, parce que c'est malsain et que ça ne sert à rien. Ah, voilà Thomas. Salut. De voir autant de gens venus me soutenir aujourd'hui, et aussi lors des précédentes audiences, c'est tout simplement fou. C'est totalement fou. Et je suis incroyablement fier de ces collègues courageux et de la solidarité qu'ils m'ont montrée, au grand jour qui plus est. C'est une expérience fantastique. Sans toute cette histoire, jamais je n'aurais vécu ça.
Que de monde! Bonjour à tous. Je n'aurais jamais cru que ça irait si loin. J'ai été surpris par la violence et la provenance des attaques. Et en particulier, je n'aurais jamais cru qu'une entreprise s'emploierait à briser quelqu'un avec autant de perfidie, à coups d'accusations, de harcèlement, de menaces, comme si j'étais un monstre de la pire espèce, un type dangereux, avec un certificat de travail dévastateur. J'ai vraiment l'impression qu'on a voulu me priver d'avenir. Je suis vraiment choqué aujourd'hui encore de voir les moyens qu'ils ont utilisés pour tenter de détruire un être humain. On a gagné, on a gagné. Félicitations. Merci. Certaines personnes vont la voir mauvaise. Selon le jugement, ils doivent me verser tous mes salaires pour la période allant de février 2018 à janvier 2019. Et ça te fait quoi? Ça va vraiment beaucoup m'aider. Emden est le troisième port de transbordement automobile en Occident. D'ordinaire, nous transbordons environ 1,4 million de véhicules par an, quasiment exclusivement pour le groupe Volkswagen. Nous exportons majoritairement vers les États-Unis, mais aussi vers la péninsule ibérique ou encore vers le Japon et Taïwan. Aujourd'hui, ce sont principalement des Passat et des Tiguan, et aussi des Audi A4. 1800 véhicules que nous aurons fini de charger ce midi. Pour nous, ici, l'important c'est d'accroître nos volumes de transbordement, car nous voulons nous agrandir. Mon but est d'atteindre un jour ou l'autre les 2 millions de véhicules transbordés par an. Bien sûr, je mets la barre un peu haut, surtout dans le contexte actuel, mais je pense que c'est faisable.
Volkswagen a vendu 11 millions de véhicules truqués dans le monde. Et les États-Unis, avec 600 000 véhicules, en ont la plus petite part. J'aurais aimé que le reste du monde suive notre exemple. Mais au final, il appartient à chaque pays de trouver sa solution. C'est aux pouvoirs locaux de décider ce qu'il convient de faire pour régler le problème. Les enseignements que nous tirons de cette affaire, c'est que nous, autorités de contrôle, devons nous montrer plus critiques et aussi plus réactives. Et pour ce faire, il faudra absolument que les autorités publiques soient compétentes et autonomes. Ce dernier point sera déterminant. Si l'affaire a porté préjudice à l'industrie automobile allemande? Oui. Volkswagen, Mercedes, Bosch, BMW ont payé de fortes amendes et l'industrie automobile a perdu en crédibilité, surtout auprès des politiques. Mais ce scandale n'a que partiellement refroidi les acheteurs. Il y en a peut-être même qui se disent qu'ils peuvent désormais leur acheter une voiture en toute confiance, puisque le monde entier les a désormais à l'œil. Et c'est le cas. Lorsqu'il a été question dernièrement de mettre en place un plan de relance du secteur automobile, la prime à l'achat de véhicules thermiques a fait l'objet de vives critiques. Peut-être qu'il s'agit là d'une conséquence directe du scandale des diesels truqués. Les politiques ne sont plus si sûrs que le secteur automobile fera ce qui est juste. Je m'inquiète beaucoup pour l'industrie automobile allemande. Ce ne sont pas seulement les fabricants qui sont concernés, mais aussi les équipementiers. Les tromperies et les trahisons de Volkswagen et d'autres fabricants du secteur ont fini par se retourner contre eux. Le fait que la technologie qu'ils essayaient de vendre n'était plus considérée comme innovante a créé chez eux un faux sentiment de sécurité. C'est aussi pour ça qu'ils ont raté le coche. Ils ont omis d'investir dans l'électromobilité ou d'autres technologies novatrices. Car que ce soit bien clair, l'industrie automobile doit se transformer et proposer une mobilité plus écologique et durable. Sinon, elle n'aura plus aucun avenir. La situation est la suivante. Au bout de presque 2 ans de procédure, j'ai gagné contre Bosch devant le tribunal régional du travail concernant mon premier licenciement. Mais ils ne m'ont toujours pas versé le moindre centime, parce que Bosch, qui a vu son recours refusé, fait appel de cette décision devant le tribunal fédéral du travail. Mon licenciement va donc maintenant être traité par la plus haute cour d'Allemagne. Certains en viennent au point et écopent d'un avertissement. D'autres, comme moi, qui expriment verbalement leur désaccord, sont traînés devant les tribunaux. Et tout ça n'aurait rien à voir avec ce qu'ils me reprochaient. Ouais, c'est possible.
Toy ready?